Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview box et cette fois-ci en compagnie d'un habitué de la chaîne, d'un grand habitué de la chaîne maintenant depuis pas mal de temps que vous avez souvent vu sur les lives et que c'est la première fois qu'il fait une vidéo preview avec moi, El Famoso, Semi. Salut Semi, comment vas-tu? Salut Sendo, je vais très bien, je te remercie. Et toi, petite note, je trouve que on te l'a pas assez dit, je pense, mais ton intro, elle claque. Voilà, je me Ouais, permets de. on me l'avait beaucoup dit au tout début de ma chaîne, là, sur 2022. Le générique, j'avais passé du temps. Putain, je crois que j'avais passé pas loin de 2 jours à bosser dessus. Donc voilà, je vais pas retoucher depuis, alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à modifier. Mais bref, ça, c'est autre chose. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'est clair que le générique, c'est une de mes grandes fiertés, on va dire, sur cette chaîne. Enfin bref, Semi, pourquoi je t'ai invité ici? Parce qu'on va parler d'un des très très gros combats dont on parle assez peu, en tout cas de notre côté du monde, le combat pour la ceinture WBO welterweight entre Brian Norman Jr. et Jin Sasaki. Ma première question pour toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat-là et comment comment t'as ressenti l'annonce de ce combat? Alors, je vais être tout à fait franc avec toi. Pour moi, ce combat, en fait, il caractérise un petit peu la désuétude de la catégorie des welter, tant et si bien que moi, j'avais jamais vraiment prêté attention à l'un ou à l'autre. Et je me suis dit, justement, ça va être pour moi une très belle occasion de faire l'effort intellectuel, de m'intéresser respectivement à ces deux boxeurs qui présentent, en tout cas, dans ce match-up, l'opposition la plus équilibrée probablement pour un championnat du monde dans la catégorie welter actuellement. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Sendo. Ben, alors, tout dépend de comment va évoluer la carrière de Jarnani. Je pense qu'on en parlera un peu plus à la fin de la vidéo. Par rapport à Stanioni, aussi, hein, il avait parlé à plusieurs reprises avant son combat face à Ennis qu'en cas de défaite, il songerait à se retirer, etc. Mais c'est clair que actuellement, t'enlèves ces deux noms-là. C'est clair que c'est l'opposition, d'une part, de plus haut niveau qu'on peut trouver dans la division, parce que voilà, il y a quelques bons noms dans l'histoire, mais entre Alexis Rocha, voilà, Mario Barrios, etc. C'est pas non plus des elite fighters. Les deux qu'on a là, qu'on aura là jeudi, ouais, c'est un combat qui se déroulera jeudi 19. C'est vraiment deux gars de très très haut niveau qui sont au final un peu des newcomers mine de rien, mais qui ont déjà prouvé des choses, qui nous ont déjà montré des choses très impressionnantes. Donc c'est clair que c'est vraiment, c'est vraiment un des match-ups les plus équilibrés, de plus haut niveau dans la division, très clairement. Tout à fait. Et puis avec Ennis qui va potentiellement monter, Mm. c'est peut-être là, à travers ce combat, que va se dessiner le futur roi de cette catégorie parce que C'est ces tout à deux fait. boxeurs, on va en parler un peu après, mais sont très, 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 très jeunes. Effectivement. Et non seulement sont très jeunes, mais sont aussi un peu des newcomers. Et du coup, à quel moment tu les découvres, toi, ces deux-là, respectivement? Comme je t'ai dit, après moi, Jin Sasaki, je connaissais que de nom, donc je me suis intéressé, j'ai refait sa carrière, on va y revenir un peu après, mais je ne connaissais quasiment pas. Aussi, ça s'explique quand j'ai regardé ses combats parce qu'il est vraiment resté sur la scène régionale japonaise lorsqu'il a officié ses combats. C'est pas un boxeur qui s'est exporté, Pas et du tout. c'est aussi vrai pour le combat d'aujourd'hui. Brian Norman Jr., j'avais découvert, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, son KO iconique contre Giovanni Santillan, avec, tu sais, la pause qu'il prend à l'issue du chaos qu'il inflige à son adversaire. Bon. Et c'est un peu pareil de mon côté. Personnellement, Jin Sasaki, j'en entends parler pour la première fois en avril 2023. Ouais, c'était sur une super grosse carte que j'avais vraiment envie de faire en live, mais que pour différentes raisons, je n'avais pas eu l'occasion de voir en live. C'était la fameuse soirée, l'un des, enfin, c'est à partir de là que vraiment le Japon a enchaîné les très très grosses soirées. En main event, on avait la prise de titre WBA de Takuma Inoue contre Libor Yosso. On aurait dû avoir le Kenshiro Teraji contre Jonathan Gonzalez. Au final, on a eu Kenshiro Teraji contre Anthony Loasquaga. On a eu Kiko Martinez qui a perdu contre Reya Abe. Reya Abe qui a ensuite allé défier Luis Alberto Lopez. Et on avait un combat pour la ceinture WBO Asia Pacifique. Donc voilà, une sous-ceinture WBO, une ranking belt de la WBO, mais au niveau asiatique, entre Jin Sasaki, un prospect montant de la division qui était monté en welterweight depuis relativement peu de temps, on va dire depuis 1 ou 2 ans. Et face à lui, on avait Keita Obara, qui était un vétéran du circuit, qui avait eu de multiples règnes de champion du Japon et de champion au PBF aussi, je crois, qui avait eu 1 ou 2 title shots dans sa carrière, donc vraiment un vrai vétéran. Et
au terme d'un combat assez fou à ce moment-là, et Sasaki, c'était des patouilles de Bourbier qui étaient au Bara, et ça en était sorti avec un KO impressionnant qui me rappelle beaucoup le Naoya Inoue contre Nito Donner. Et voilà, mais à ce moment-là, je vois ce combat-là, c'est un combat sur lequel j'avais un petit peu mon œil, mais je m'étais pas pleinement intéressé dessus. Et depuis, Sasaki a enchaîné les combats, a enchaîné les bonnes performances, a grimpé petit à petit dans le ranking WBO. C'est emparé de la ceinture au PBF de welterweight, qui est quand même une très très grosse ceinture en Asie, qui a toujours fait ça, parmi les ceintures continentales, donc OPBF, EBU ou NABF, je trouve que l'OPBF, c'est celle qui garde le plus grand prestige actuellement dans le monde de la boxe actuellement. Aujourd'hui, un champion OPBF, surtout dans les petites divisions, c'est un des prochains contenders, voire le prochain contender à un titre dans n'importe quelle division, surtout qu'il soit japonais, qu'il soit philippin, etc. Peu importe qui a cette ceinture, c'est clairement un des meilleurs de cette division et un des prochains contenders de la division. Et de son côté, Brian Norman Jr., j'en avais jamais entendu parler avant son combat face à Giovanni Satilan. Personnellement, Satilan, j'étais un peu monté dans son train après qu'il ait fumé Alexis Rocha en 2023, et 7 mois plus tard, il combat pour la ceinture intérimaire WBO des welterweight. Il affronte un Brian Norman Jr. que personnellement je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Je regardais un petit peu son résumé, mais ça m'impressionnait pas du tout. J'avais pas regardé des images de lui à ce moment-là. Et quel choc quand j'ai vu. En plus, c'était la soirée des chocs parce que c'était aussi la défaite de Emmanuel Navarrete contre Denis Berincic. Et tout à fait. Et quel choc ça a été déjà de voir la défaite de Navarrete, et surtout de voir défaite par KO de Giovanni Satilan. Et du coup, je suis un peu allé voir ça. Et ouais, ça a vraiment été un choc parce que Norman Jr., c'est clair, il est très, très impressionnant. Et je pense que c'est la parfaite transition pour un peu parler des styles des deux. Peut-être commencer par par le champion, Brian Norman Jr. Comment est-ce que tu nous définirais ce style ? Brian Norman Jr., en tout cas, dans le combat qu'il a proposé contre Giovanni Santillán, et qui est peut-être assez intéressant à mettre au parallèle au vu de ce que va proposer, à mon avis, Sasaki. C'est un boxeur qui est plutôt à l'aise dans les cordes et qui fait beaucoup de catch and counter. Il a un très bel uppercut, un excellent crochet du gauche, à l'instar de Sasaki, mais un peu différent, on va en reparler après. Et c'est un boxeur aussi qui est à l'aise, comme on l'a vu dans son dernier combat contre Cuevas, qui est aussi à l'aise à mi-distance. Comment dirais-je, pas à mi-distance, mais justement dans un duel d'escrimeurs, on va dire. Donc je le dirais, étant donné que je ne le connais pas si bien que ça, c'est un boxeur quand même malgré tout complet, qui frappe, qui a une bonne variété dans sa boxe, une bonne défense, mais qui est surtout à l'aise en fait à mi-distance pour laisser son adversaire travailler et remiser derrière, je trouve. Tout à fait. Moi, la première grosse force que je repère qui me marque chez lui, c'est sa puissance de frappe. Ça se voit, c'est un gars qui fait très très mal, qui a quelque chose de très très spécial dans les points. Ça se voit. Ça s'est très clairement vu face à Satilan. Satilan qui a un gros menton, qui a une grosse capacité d'encaisseur. Il a eu très très mal très très vite face à Norman Jr. Le KO qu'il met dans sa première défense de titre face à Cuevas est très impressionnant. Donc vraiment, c'est un gars qui a une grosse puissance de frappe, qui a une grosse force aussi, une grosse force physique. Ça sent que c'est un gros welterweight sur le plan physique. Il n'est pas très grand, je crois, mais c'est vraiment un gars qui est baraqué, qui a un vrai physique d'athlète. Et ça sent, sa force physique, sa puissance sont peut-être ses plus grosses forces. Tu l'as dit, c'est un excellentissime contreur. Et je pense même qu'à l'heure actuelle, allez, dans un style différent avec Ennis, mais c'est le meilleur contreur à l'heure actuelle en welter. Ouais, qu'il a un sens du contre très impressionnant, un sens du timing, un placement de coup également. Ouais, je l'avais noté un peu plus loin, mais son placement de coup est très très précis également. Quand il veut toucher le foie, il touche précisément au foie. Quand il veut toucher la mâchoire, il touche la mâchoire, etc. Son placement de coup est excellent. Comme tu l'as dit, très bonne variété d'attaque. J'allais dire plutôt focus sur les crochets, mais en fait pas tant que ça, il alterne beaucoup. Il n'utilise pas énormément son jab, mais quand il l'utilise, il est très très bon. Il a un bon cross, il a de très bons crochets, comme tu l'as dit, excellentissime uppercut, et il les varie très très bien. Il a vraiment une très bonne shot selection. Sa gestion du rythme d'un combat est très très impressionnante. Et au final, sa gestion du rythme lui permet de gérer les deux autres facteurs d'une bonne gestion de combat, c'est-à-dire la distance et l'espace du ring.
ces deux éléments, il les maîtrise aussi bien généralement, mais ça découle de sa gestion du rythme qui est vraiment exemplaire. C'est lui qui décide quand on est dans une phase d'échange ou quand on est dans une phase de repos, quand on est à longue distance, etc. Sa gestion du combat est très bonne, ça découle beaucoup de sa gestion du rythme. Son bodywork est très impressionnant. Très, très, très impressionnant. Non, encore une fois, face à Satilan, c'est son combat référence sans doute. Les body shots faisaient très, très mal à Satilan, qui pourtant, lui aussi, a un gros physique, qui a un bon encaisseur, qui a une ceinture abdominale très, très solide d'ordinaire. Le travail au corps de Norman Jr. lui a fait très, très mal, très, très vite. Très varié, voilà, très précis, encore une fois. En fait, ce qui m'a marqué dans ce combat, c'est Ouais, que à aucun moment Sation était à l'aise dans sa boxe. Si c'est tu vrai. veux, Norman, systématiquement, soit il bloquait, il remisait, et après, tout de suite, il accrochait ou alors il trouvait de l'espace. Mais à aucun moment, il y avait des séquences claires pour Saint-Yann où je me dis, là, il met en danger Brian Norman Jr., où il y a un plan de match qui peut se jouer en sa faveur. Il y a eu des Ouais. combinaisons qui sont passées, il y a eu des directs du bras arrière, des directs du gauche de la part de Saint-Yann, mais à aucun moment, en fait, il était à l'aise pour vraiment développer son style de pressure fighter gaucher, j'ai trouvé. Ouais, tout à fait. En tout cas, pas le développer au maximum de ses capacités. Il y a eu quelques rounds où vraiment, où Norman baissait un peu de régime et Tatiana revenait. Ça s'est beaucoup joué entre le 5e et la plus grosse partie du 8e round. On va dire, c'est à partir de la fin du 8e que vraiment, on sent que Satilan est vraiment en train de craquer et que Norman Jr. prend vraiment, mais alors vraiment la main très solidement. Et dans ses dernières forces, j'ai noté son athlétisme. Ça se sent, c'est un gars qui est très explosif, c'est un gars, comme je l'ai dit, qui a un physique très impressionnant. Et en fait, je trouve que c'est, avec Ennis, le meilleur athlète à l'heure actuelle en welterweight, dans le sens où c'est un gars qui aurait pu performer très fort dans d'autres sports. Tu l'aurais mis en basket, en football américain, ou je sais pas, dans quel autre sport. Je pense qu'il aurait performé. Peut-être pas que ça aurait été un des meilleurs joueurs du monde, mais je pense qu'il aurait vraiment performé. Contrairement à beaucoup d'autres athlètes de la division welterweight, par exemple, sans vouloir manquer de respect, hein, il a beaucoup d'autres forces. C'est aussi un des meilleurs welterweight. Mais David Papo, par exemple, je pense pas qu'il aurait pu performer comme ça dans d'autres sports qui demandent plus de qualité physique. Brian Norman Jr., je suis convaincu, tu l'aurais mis dans n'importe quel autre sport, il aurait aussi très très bien performé. Et enfin, tu l'as dit, sa défense est assez bonne dans l'ensemble. Il a de bons mouvements de tête, il a une plutôt bonne garde. Comme beaucoup de boxeurs américains modernes, il travaille beaucoup à partir de sa filichelle avec son bras droit, plutôt son shoulder roll, pas vraiment sa filichelle. Son bras avant est assez malléable. Il le tend souvent assez loin, un peu à la Larion ou autre. Mais voilà, il travaille beaucoup sa défense à partir de son shoulder roll, etc. Par contre, pour passer un peu dans ses faiblesses, sa défense est bonne, mais par moment il prend quand même pas mal de coups. Face à Satian, ça a quand même été une très grosse guerre en l'ensemble que Norman a beau à gérer dans l'ensemble, mais où il s'est pris quand même pas mal de coups. Mais c'est un pari qu'il fait. Il sait qu'il a un bon menton et il fait le pari que son menton sera suffisant pour encaisser les coups qu'il pourrait prendre et remiser derrière, voilà, et faire très très mal à son adversaire. Donc il prend le pari de accepter de prendre plusieurs coups pour en remettre 3, 4, voire plus, beaucoup plus fort et beaucoup plus précisément. Par contre, là où là où sa défense peut vraiment être exploité contre lui, c'est que je le trouve assez sujet au contre généralement. Alors jusqu'à présent, personne n'a réussi à le contrer, mais face à des gars qui ont un bon timing ou plus généralement un bon jeu de feinte, etc. Je pense que des contres peuvent très très bien passer face à Norman. Un autre élément qui en fait, alors comment dire, avant cette analyse, j'ai eu un peu de mal j'avais du mal un peu à accrocher avec Norman Junior et je ne savais pas vraiment pourquoi. Et je m'en suis rendu compte en analysant, c'est que en termes de footwork, c'est pas très intéressant. Il est très flat foot dans l'ensemble. Il a un bon placement dans le ring, il sait très bien se placer. Mais en termes de footwork, quand tu compares avec Ennis, par exemple, vraiment, il y a une galaxie d'écart en termes de qualité de footwork, de ring cutting. Les quelques moments où on l'a vu essayer de mettre la pression et de cadrer son adversaire, j'ai pas trouvé ça de très très bonne qualité. Donc voilà, son footwork, pour l'instant, je trouve que c'est un peu une faiblesse qui peut être exploitée en fonction du style de l'adversaire. Je trouve que, surtout je trouve qu'on l'a beaucoup vu être très focus sur ses crochets gauche ces derniers temps. Enfin,
sur ces 2 derniers combats, surtout face à Cuevas, où vraiment son money shot, c'était son crochet gauche. Mais aussi, je trouve que son crochet gauche peut assez aisément être contré. Voilà, comme j'ai dit, il est assez sujet au contre, mais je trouve que surtout c'est sur sa façon d'utiliser son bras avant et surtout son crochet gauche, il y a moyen de le contrer. J'en reviendrai un peu plus tard dans le combat. Et enfin, il est très très confiant. Il est très confiant, voire potentiellement trop confiant. Comme j'ai dit, il peut prendre le pari de prendre des coups pour en remiser. Ça démontre d'une confiance et c'est bien, mais faut quand même prendre garde à pas tomber dans l'abus de confiance, dans la surconfiance et de dénigrer ses adversaires, ce qui peut arriver relativement vite. Et donc pour passer à Sasaki, comment est-ce que tu définirais ce boxeur, Jin Sasaki? Alors, Jin Sasaki, donc petite anecdote, Sendo, est-ce que tu connais le résumé amateur de Jin Sasaki? Non, je Non? m'y suis pas intéressé. Eh bien, figure-toi qu'il a 4 combats amateurs, une victoire pour 3 défaites. Donc, je peux dire aujourd'hui que j'ai un meilleur résumé amateur, que je suis meilleur boxeur amateur que Jin Sasaki. Voilà, bon, ça, c'était pour l'ego. Hein. C'est petite satisfaction personnelle. Je pense qu'il me tue, objectivement. Oui, mais maintenant, bref, pourquoi est-ce qu'il me tue? C'est un boxeur. Moi, ce qui me choque, c'est son explosivité. C'est très, très impressionnant. Il a un crochet gauche. Qui est peut-être encore plus létal que celui de Brian Norman Jr., à la différence près que lui, il ne le varie pas vraiment. D'ailleurs, il ne varie pas beaucoup la puissance de ses frappes. C'est systématiquement, c'est vraiment une Lamborghini. Quoi. Il passe de 0 à 100 en 3 secondes, pouf, et il explose. Il a un bon direct au corps. On l'a vu contre Bala, notamment, l'adversaire australien, je crois, un ancien adversaire de Georges Kambosos, qui lui avait posé des problèmes. Donc c'est un boxeur, en fait, c'est vraiment le divertissement. Voilà, c'est le divertissement à l'état pur. J'ai regardé plusieurs de ses combats et j'ai regardé en fait le combat qu'il a fait contre Kotaro Sekine. Donc voilà, c'est pourquoi je l'ai regardé, parce que c'était son seul match nul. Et là, en fait, où tu accusais Brian Norman Jr. de pécher par orgueil, mais là, c'est vraiment la caractéristique du combat où un boxeur perd à cause de lui. Voilà, Sasaki envoie, il me semble, au premier ou au deuxième round son adversaire au tapis. Et il fait vraiment tout le combat à faire du divertissement, comment dirais-je, à dire à son adversaire voilà, que ça lui fait pas mal. Il continue à envoyer de manière très parcimonieuse des séries extrêmement violentes, extrêmement puissantes. Mais comment dirais-je, mais il travaille pas suffisamment. C'est des défauts qu'il a plus ou moins réglés depuis. Hein. Pour moi, il se laisse un petit peu moins prendre dans le piège du puncher qui est amoureux de son punch, tout simplement. Mais c'est un boxeur qui est très beau à voir boxer parce qu'il est divertissant, mais il a beaucoup de défauts, notamment au niveau de sa défense. Je trouve que en fait, il n'a pas vraiment de système défensif, c'est-à-dire qu'il envoie des séries et après, il se colle tête en avant, main basse devant son adversaire et il n'y a pas vraiment de proposition derrière, c'est-à-dire qu'il ne va pas désengager ou alors, contrairement à, par exemple, à un Brian Norman Jr., essayer de faire un petit peu de vis. Voilà, c'est en collant, par exemple, en agrippant, en posant sa tête sur la nuque de son adversaire lors d'une esquive rotative. Mais c'est un boxeur, en fait, qui est honnête dans sa démarche. Il est là pour te détruire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça rend en fait le combat encore plus divertissant parce que c'est un boxeur qui a certes pas énormément de qualité pugilistique à proprement parler, mais qui a une explosivité, une puissance qui est peut-être la plus grosse puissance de frappe dans cette division. D'accord. Alors, personnellement, je qualifierais Sasaki comme étant un brawler raffiné, personnellement. C'est un gars qui a de bons fondamentaux techniques. Il s'est envoyé un jab, il s'est envoyé un cross, il s'est envoyé des uppercuts, il s'est travaillé au corps, etc. Il a de bons fondamentaux pugilistiques, mais comme tu l'as dit, c'est le divertissement. Il veut aller à la bagarre. C'est une évidence, c'est flagrant quand tu vois ça. Il veut vraiment aller à la bagarre. Et en fait, il me fait un petit peu penser à un autre japonais dans une division de poids beaucoup plus basse. C'est Seiya Tsutsumi. Personnellement, il me fait pas mal penser à Seiya Tsutsumi sur pas mal d'éléments. Alors toi, ce qui t'a marqué, c'est son explosivité, c'est sa puissance. Personnellement, ce qui me marque, et je pense que c'est surtout ça qui est le fait de ces combats, c'est sa pression. Il met une pression de tous les instants. Il a un bon ring cutting au global. Il met et c'est pas non plus une pression. Comment dire? Bref.
c'est pas non plus une pression complètement absurde où il fait n'importe quoi juste dans le seul but de mettre la pression. Non, il a quand même, il place beaucoup ses mains hautes et il essaie généralement de déclencher ses combinaisons quand il est à bonne distance. Alors, enfin, comment il casse sa distance, c'est un peu plus complexe, mais voilà, quand il met, voilà, il a vraiment une très bonne pression dans l'ensemble. Je suis mais et pour moi, c'est un très bon finisseur, mais justement, je trouve pas que ce soit le gars le plus puissant de la division. Personnellement, à mon œil, j'ai le sentiment que un Jaron Ennis ou un Brian Norman Jr. Sont plus puissants physiquement, je trouve, au global, une plus grosse puissance de frappe, une explosivité un peu plus, ouais, comment dire? Ouais, non, un peu plus explosif au global, personnellement, à mon œil. Je trouve que c'est un peu, ça me paraît plutôt être en dessous de ces deux-là. Mais voilà, il a de très bonnes qualités. Une bonne variété d'attaques. J'en reviendrai un peu plus dans ses faiblesses là-dessus, mais il a une bonne variété d'attaques, comme je l'ai dit. Il s'est envoyé des uppercuts, il s'est travaillé au corps. Son travail au corps est très bon. Il a une bonne gestion d'énergie. C'est assez courant de le voir prendre plusieurs secondes dans un round où il y a une bonne séquence, reprendre un peu de distance, un peu plus se déplacer. Voilà, je pense c'est pas de super facture, on va dire, mais son but c'est vraiment de récupérer son souffle et de pas tout se cramer à vraiment ouais, à y aller comme un berserker sans arrêt. Niveau défense, j'en reparlerai aussi un peu plus dans quelques secondes, mais ses hand movements ne sont pas si mal généralement. Surtout à longue distance, il a un bon travail de décalage, d'esquive rotative ou latérale pour envoyer les coups de son adversaire dans le vent et remiser, casser la distance et à partir de là déclencher et combiner, mettre la pression. Donc, mais cela dit, comme tu as dit, sa défense est très incomplète. Sa garde est pas efficace au global, surtout au corps. Sa middle zone est extrêmement exposée. Ça peut être très dangereux face à un gars comme Norman qui a un très bon travail au corps. Et comme tu as dit, à partir du moment où il casse la distance, et il se retrouve un peu plus dans le corps à corps, etc. Il fait beaucoup moins attention à sa défense et même ses mouvements de tête sont beaucoup moins bons que quand il est à plus longue distance. On l'a vu plusieurs fois passer en southpaw. Alors c'était dans quel combat? Enfin, il l'a fait dans plusieurs combats. Je ne saurais pas redire les noms. Il me semble justement que contre Bala, des fois, quand Bala, comme c'est un boxeur qui a beaucoup désaxé, tu sais, au lieu de te remettre en garde, te remettre en droitier, bah, continues ton travail en gaucher, Ouais, alors que ton adversaire est passé sur ton bras arrière. C'est beaucoup des choses comme ça. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'a pas des mauvais fondamentaux, Sasaki, c'est mais pas le les meilleurs. Je problème, suis d'accord. en fait, c'est que je trouve, quand je le regarde, c'est qu'il n'a pas une approche vraiment de sweet scientist. Il ne cherche pas à développer et il n'y a pas de variation dans ses coups. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à tricoter son adversaire, mettre des petits jabs, l'endormir un petit peu et boum, exploser derrière. Tu vois, c'est vraiment, en fait, un joueur de baseball, quoi. Il est là. C'est un peu ça, c'est vrai. Mais voilà, donc comme je l'ai dit, on l'a déjà vu plusieurs fois passer en southpaw et sa stance southpaw est pas mauvaise, mais elle est nettement moins bonne que sa stance orthodoxe. Il a un moins bon travail de la distance, ses combinaisons sont un peu moins fluides. Il travaille beaucoup sur son crochet droit, notamment quand il est en stance southpaw, il travaille moins encore, etc. Donc surtout face à un gars, comme Norman Jr. qui a l'air de fonctionner merveilleusement bien en garde ouverte, travailler en southpaw, je pense pas du tout que ce serait un bon call pour Sasaki. Et j'ai encore plusieurs éléments. D'une part, il est très direct dans sa approche. Il n'y a pas vraiment de travail de feinte. Mais c'est vrai, ça peut vraiment être un gros point noir, surtout pour un pressure fighter. Avoir un bon jeu de feinte. C'est pas tout le monde qui les a. Et même il y a des pressure fighters qui n'ont pas un bon jeu de feinte, qui ont réussi à performer. Mais être très direct comme les Sasaki face à de très bons contreurs comme peuvent l'être voilà, Ennis ou Norman, c'est très très dangereux. Donc je pense que ce serait vraiment un axe d'amélioration très important à faire. Et il est très répétitif. Autant il a une bonne variété d'attaques et en fait, en fonction de son adversaire, il trouve quelques combinaisons qui fonctionnent bien dans les premiers rounds. Mais à partir du troisième round, il n'y a plus aucune adaptation et il spamme le même bouton pendant le reste du combat jusqu'à ce que son adversaire craque. C'est globalement tout le temps la même chose. Face à Saoki Sakai, il a beaucoup misé sur uppercut crochet. Uppercut à la face et crochet soit au corps, soit à la face. Face à Hiroto Oshi, c'est pareil. Sauf que la différence, Oshi, il a pas tenu jusqu'au bout des 12 rounds, mais pareil,
Sasaki a trouvé les quelques coups qui fonctionnaient bien et il a spammé même beaucoup de boutons pendant 11 rounds. Et voilà, c'est très régulier, il est très répétitif, même si en début de combat, il peut amener quelques combinaisons un peu différentes en fonction de l'adversaire et des failles de l'adversaire. Et enfin, j'en ai déjà un peu parlé au tout début. En termes d'athlétisme, je le trouve quand même inférieur à un Norman Junior et à d'autres gars dans la division. Oh, et juste, voilà, son jab est variable. Il y a des rounds où il peut avoir un bon jab, il y a des rounds où il le délaisse complètement et c'est beaucoup du fait de son fight IQ, et il y a des moments il veut pas, comme on l'a dit et répété, mais c'est beaucoup le spectacle, et très souvent il aborde pas il laisse souvent tomber les quelques avantages tactiques qu'il pourrait avoir. Et du coup, comment est-ce que tu pourrais comment est-ce que tu verrais ce combat se dérouler? Moi, je pense que Norman, à l'inverse de Saint-Etienne, il doit pas se laisser coincer dans les cordes parce qu'il ferait le jeu de Sasaki. Et je pense que Sasaki fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal que Saint-Etienne. Certes, il a peut-être un volume un peu moins important, mais il frappe beaucoup plus fort. Donc, je pense qu'en fait, que Brian Norman Jr. va essayer d'imposer le terrain dans lequel il est le plus à l'aise, et c'est-à-dire le vice, l'accrochage, en tout cas en première partie de combat, pour inciter Sasaki à faire des erreurs. Et je pense que Sasaki, au vu du combat que j'ai vu notamment contre Bala, il peut potentiellement tomber dans des pièges au niveau des accrochages, etc., ce genre de choses, et laisser en fait suffisamment d'espace pour Brian Norman Jr. pour travailler. Sasaki, j'ai l'impression que quand même c'est un boxeur qui est suffisamment durable pour pas non plus se laisser, pour pas non plus se laisser finir par Brian Norman Jr. Mais d'un autre côté, sa défense pose vraiment question en fait. Donc je suis très très mitigé quant à l'issue de ce combat. J'ai envie de voir Sasaki gagner, tout simplement parce que c'est un boxeur qui amène quelque chose de frais au niveau de la scène internationale. C'est rare de voir un Japonais qui aborde le combat de ce style. Il y a Inoue, tu vas me dire, qui finit beaucoup ses adversaires, certes, mais Inoue, il a quand même le full package, où il est quand même capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Sasaki, à mon sens, il est beaucoup plus prévisible dans ce qu'il amène. Et c'est pourquoi j'ai envie de voir un crochet gauche de Sasaki tout droit sorti des ténèbres et assommer Brian Norman Jr. qui aurait, péché un peu par orgueil à la mi-combat et ça aurait, et du coup ce coup, inverserait totalement la vapeur de la rencontre. Voilà. Okay. Le combat a lieu au Japon. Alors, est-ce que ça peut avoir une importance dans le combat, dans la mesure où peut-être que, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les Japonais, en tout cas, tous les boxeurs japonais que j'ai vus, j'ai très peu de boxeurs japonais qui m'ont laissé une impression de roublard, en fait. Et est-ce que ça veut dire que les arbitres laisseront moins passer les actions qu'a pu mener Brian Norman Jr. dans le combat contre Sun Tien? Je ne sais pas, mais c'est peut-être un paramètre à prendre en compte. Un arbitre qui sépare, qui pénalise beaucoup plus un boxeur qui veut user de vice. Voilà, je pense que c'est quand même à poser dans la balance. Moi, si je dois écouter mon cœur, je dis KO. Alors, pronostic juste après. Les pronostics juste après, pour l'instant, c'était vraiment comme on voyait le combat. Stratégiquement, de mon côté, il y a un point qui doit être essentiel pour les deux, c'est la pression. Ils doivent absolument mettre la pression. Sasaki, il est bien meilleur en pression que sous pression. Ça, c'est une évidence. C'est là où il est le meilleur. C'est en pression. Et Norman, il sait se démerder de son back foot, mais pour emmerder Sasaki et le mettre dans sa zone d'effort, faudrait vraiment mettre Sasaki sous pression. Ça aussi, c'est une évidence, d'autant que Norman, sa zone d'effort, c'est ni le back foot, ni être en pression. Donc, il aurait pas beaucoup à perdre à essayer de mettre la pression. Et l'autre point sur Norman que j'ai noté, et au final, stratégiquement, je pense pas que Norman ait beaucoup à faire pour battre Sasaki. Comme tu as dit, c'est aller chercher le clinch. Sasaki, il a aucun travail au clinch concrètement, et c'est vrai que au final, il y a ça existe, les boxeurs japonais qui savent travailler le clinch et qui peuvent être un peu vicieux, mais c'est vrai qu'ils
Ben ouais, c'est vrai qu'ils sont assez nombreux et même là de tête, bon, sûrement que si je me replonge un peu dans l'histoire, etc., j'en trouverai. Mais là de tête, j'en ai pas qui me viennent, qui me viennent à l'esprit. Norman, il est vraiment malin au clinch. Je pense qu'il y aurait encore moyen de peaufiner son clinch, et de vraiment, ouais, d'être vraiment le meilleur clincher, d'être un des meilleurs clinchers actuels, clairement. Mais bon, aller chercher le clinch, c'est une bonne option tactique face à un Sasaki, notamment pour l'aider à mettre la pression. Voilà, Sasaki qui avance sur lui, l'accrocher, à arranger les positions pour que au moment où l'arbitre sépare, ce soit Norman qui soit en position de force, etc. Voilà, chercher le clinch, c'est une bonne option. Du côté de Sasaki, j'ai beaucoup d'éléments pour moi, enfin, qui sont assez décisifs pour récupérer la victoire. La pression, bon, pas besoin de redévelopper. Pour moi, ça me paraît assez important de créer une dette énergétique du côté pour Sasaki crée une dette énergétique du côté de Norman. Ce sont deux très bons athlètes, deux gars très durables qui peuvent sans problème faire 12 rounds à très haute intensité. Donc, aller chercher à faire perdre le plus vite possible son énergie à Norman Junior, ça lui permettrait de désamorcer ses contres. Si Norman Junior est fatigué, il sera un peu moins lucide, il sera un peu moins réactif, donc ses contres seront moins précis et moins nombreux. De quelle façon il peut un peu créer une dette énergétique, tout simplement aller travailler au corps, ça c'est assez une évidence, sauf que faut casser la distance pour aller travailler au corps. Comment est-ce qu'il peut prendre l'initiative et prendre un peu de vitesse, Norman Junior? Pour moi c'est une évidence, c'est feinter. Il faut vraiment qu'il développe un jeu de feinte, et c'est après le combat est dans les dans les paniers depuis assez longtemps maintenant, donc je pense que Sasaki, ça fait un bon moment qu'il se prépare pour Norman. J'espère que stratégiquement il aura dans l'idée de travailler ses feintes, et notamment travailler ses feintes pour éventuellement contrer le check hook que Norman utilise beaucoup. Quand contrer le check hook, c'est simplement feinte. Alors, comment contrer le check hook? Simplement par le cross du gauche. Alors, c'est vrai que général, qu'on en voit assez peu des contres comme ça en boxe moderne. Par contre, on a vu beaucoup, et c'est surtout par rapport au MMA que je dis ça. En fait, récemment, on a vu beaucoup de combattants de MMA réussir à mettre de gros KO en contrant le check hook de l'adversaire. Et je sais pas pourquoi c'est beaucoup moins utilisé en anglaise actuellement. C'était plus utilisé à une certaine époque, alors que ça reste des contres très simples, très basiques, mais qui sont monstrueusement efficaces. Donc, voilà, contrer faire déclencher faire déclencher le check hook de Norman pour le contrer avec un cross, ça devrait pas être trop compliqué à faire, et je pense que ça pourrait être assez décisif au global. Après, le check hook, c'est pas la seule c'est pas le seul contre de Norman Junior, bien au contraire, mais c'est celui sur lequel il se repose beaucoup, et feinter de façon générale, ça lui permettrait de désordonner Norman et de faciliter de faciliter le fait qu'il casse la distance et qu'il puisse travailler au corps à corps, etc. Améliorer son jab aussi. Norman est un plutôt bon jabber au global, même si c'est pas sa plus grande force. Donc, essayer de concurrencer au niveau du jab, ça c'est un élément assez important, je pense. Alors, tu fais quand même un gros pari, c'est-à-dire Je que sais. Sasaki, moi, je le vois mal élaborer quelque chose qu'il n'a pas fait jusqu'à présent, à savoir les feintes contre potentiellement le meilleur boxeur qu'il va affronter jusqu'à présent. Mm. Je pense que tu connais la boxe aussi bien que moi, et que malheureusement, quand tu es dans les dangerous territories, tu te réfugies dans ce que tu connais. Et en l'espèce, Sasaki, malgré tout bien que je peux penser de lui, c'est pas vraiment sa sweet science, c'est plus la puissance. Par contre, effectivement, il a un gros coup à jouer sur le travail au corps. Il a déjà mis des KO au corps. Et peut-être qu'il y a un petit question mark sur la capacité de Brian Norman Jr. à opérer en catch and counter sur des coups aussi puissants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Est-ce que c'est forcément possible de remiser sur les coups d'un Sasaki qui est potentiellement l'adversaire le plus puissant qu'a rencontré Brian Norman Jr.? Ça va être une question qu'il faut poser dans la balance en tout cas. Effectivement, c'est un très bon point. Ouais, et donc, passer à la partie pronostic. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de le préparer à l'avance. Peut-être juste rapidement faire un petit point sur les cotes actuelles. Alors, c'est du côté plutôt européen, donc. Ah putain, J'imagine que Norman Jr. est favori, non? je pense aussi. Ouais, là, hop, je vais aller chercher. Tac, 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 toutes les offres.
Non, Brian Norman, ouais, net favori du côté de Unibet, voilà, le site de paris que j'utilise. Donc voilà, Brian Norman Jr. favori à 1,20, Jin Sataki underdog à 3,70. Donc je vais aller reprendre le tableau comparatif. Mais ouais, c'est des odds très très écartés qui sont vraiment vraiment à l'avantage de Norman. C'est du ouais putain on est quasiment sur du 85 85-15 pour Norman Junior. Alors à ce stade, je trouve quand même ça assez dur pour Sasaki. Quel serait ton pronostat toi sur ce combat? Moi, si je dois écouter vraiment la voix de la raison, je peux envisager un late stoppage de la part de Brian Norman Ouais, Jr. ou alors une victoire assez décisive au point. ouais, pronostat, enfin je veux dire, c'est du pour toi c'est du 60-40, du Ah non, c'est 60-30. pas du 85-15 en tout cas, c'est sûr et Ouais. certain. Moi, je dirais que c'est plus du 65-35 en faveur de Brian Norman Jr., 70-30. Il a pour lui l'expérience, la boxe, Mhm. mais malgré tout, tu peux pas enlever de l'équation le fait que Sasaki peut le mettre KO à tout moment, quoi. Donc, En termes d'expérience, je trouve quand même que Sasaki a eu une adversité un peu plus relevée au global sur toute sa carrière que. ah oui? Ben, alors, il y a Satilan qui est un très bon boxeur, mais pour moi, Sasaki, Keita Obara, c'était vraiment un très bon, très expérimenté, etc. Ouais, il a affronté le top de la division du côté asiatique. Bon, certes, c'est pas là où l'Asie brille le plus, mais quand même, c'était de très bons boxeurs assez expérimentés. Donc, en termes d'expérience, je trouve que Sasaki a un léger supplément. Par contre, en termes de À mon compétences, avis, les oddmakers, ils dévaluent un petit peu l'expérience de Sasaki parce qu'il a affronté des adversaires qui étaient âgés de 35 ans et plus c'est pour possible. ses plus grands rendez-vous, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est C'est vrai. pour Mais ça, à mon avis. personnellement, en termes de pronostat, 85-15, c'est quand même dur. Moi, personnellement, j'oscillerais entre 70-30 et 75-35. Mais pas. Pardon, 75-25. 65-30. Ah, 60. Ah, ok, ok. Non, non, 75. En faveur 75. de Brian Norman Jr. aussi? Ouais, en faveur Ok. de Norman Junior, effectivement. Parce que, voilà, Sasaki, il y a beaucoup d'ajustements pour espérer obtenir la victoire, je pense. Donc, voilà, pour moi, Norman me paraît assez favori également. Prono du cœur, bon, tu l'as dit de ton côté et j'ai le même. Enfin, j'ai un peu le même. Sasaki, j'ai plus d'affinité avec son style personnellement. C'est arbitraire au global, hein, l'affinité que tu as sur un combattant, mais personnellement, j'ai une petite préférence pour Sasaki. Il y a plus de combats de lui que j'ai apprécié, etc. Le fait de voir le premier japonais de l'histoire être champion en welterweight, c'est une perspective qui m'enchante pas mal parce que les welterweight c'est une des divisions historiques et pour beaucoup c'est la meilleure division de la boxe au global. Donc enfin voir un japonais y devenir champion, personnellement ça me ferait plaisir parce que cette division c'est une des rares où un japonais n'a pas encore été champion. Il y en a d'autres, mais c'est une des rares où un japonais n'a pas encore été champion. Donc, moi, ça me ferait plaisir de voir Sasaki devenir champion, mais surtout, alors, il y a quelques jours maintenant, c'est quelques jours, au moment où on tourne cette vidéo, on l'attend le samedi 14 juin. Il y a 1 ou 2 jours, Eddie Hearn a déclaré que Jaron Ennis montait en division. Bon, ouais, tout le long de l'année 2022, on n'avait pas arrêté de dire que Josh Taylor allait monter en welterweight et quitter les super lightweight. Bon, au final, il a fait son premier combat en welterweight il y a quelques mois à peine. Donc, c'est encore à prendre entre des pincettes. Il n'y a encore rien d'officiel, etc. Donc, on a encore une chance de potentiellement que Jaron Ennis reste pour au moins un combat. Et donc, personnellement, dans cette perspective, je veux que le vainqueur, le choix du cœur, c'est pas vraiment un choix du coup, mais mon cœur voudrait vraiment une victoire décisive de l'un ou de l'autre. Et je pense que la victoire la plus décisive serait un stoppage, voilà, peu importe à quel round, mais vraiment une victoire décisive qui motiverait Ennis à rester en welterweight pour un dernier combat et aller chercher à unifier une ceinture supplémentaire. Donc voilà, quel que soit le vainqueur, j'espère vraiment que ce sera une victoire décisive sans contestation, etc. Une victoire très impressionnante. Avec une petite préférence du côté de Sasaki. Et du coup, le pronostic de la tête, de ton côté, serait quoi? Mon pronostic pour ce combat, une boucherie. Non, je dirais. Et puis, ouais, comme de l'un ou de l'autre, je pense que ça va être une boucherie, hein, quelle que soit quelle que soit la victoire. Ouais, pour moi, je vois bien un arrêt
un arrêt de Brian Norman Jr. Entre, on va dire, entre la 9e et la 12e sur un uppercut. Voilà, je vois cette configuration-là. Pronostic de la tête. Ouais, ma pronostic de la Et tête, toi? je vais aussi aller du côté d'un finish de Norman Jr. Personnellement, j'oscillerais entre le 8e et le 10e, personnellement. Je pense. Alors, c'est aussi parce que dans ma tête, et je suis très mauvais pour ça, mais je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que Norman Jr. Le test à l'œil, le comparatif à l'œil, me paraît plus imposant physiquement que Sasaki. Alors généralement, je me cours complètement sur ces estimations à l'œil, hein, donc c'est pas du tout à prendre au sérieux, mais voilà, c'est peut-être ça qui me fait pencher du côté d'un stoppage entre la 8e et la 10e reprise, personnellement. Mais pareil, je vois une boucherie, je vois une guerre, mais vraiment, d'autant que, d'autant, c'est un peu un truc qui m'inquiète, et c'est peut-être un truc dont il faut parler, c'est que sur ces derniers mois, sur ce dernier mois, on a eu deux boxeurs japonais qui sont allés très très loin pour espérer remporter un combat face à un gros frappeur, en les personnes de Jinjiro Shigeoka et Masanori Rikishi, et qui sont allés à l'hôpital. Et de Jinjiro Shigeoka qui a même dû passer sur le billard à cause de son dernier combat. C'est la mentalité japonaise, c'est la mentalité Bushido, ne pas abandonner, etc. Ça peut être très dangereux, et je pense que Sasaki peut vraiment aller très très loin pour espérer remporter ce combat-là. Donc voilà, je pense que ça va être une boucherie, et j'ai très très peur, je le souhaite absolument pas, mais j'ai très très peur que Sasaki finisse un peu mal ce combat-là, personnellement. C'est un peu ce que je me dis, parce qu'effectivement, comme tu le disais, Brian Norman Jr., en fait, c'est pas tellement qu'il est puissant, mais c'est qu'il a cette capacité à te blesser, quoi. Je trouve qu'elle est assez prégnante. Un petit Et désaccord, moi je le trouve vraiment je trouve sa puissance très impressionnante, hein. La ah façon dont ouais, ses coups, ouais. Ah oui, c'est incroyable, parce l'impact que de ses justement, coups. moi, en fait, il est puissant, hein, mais par rapport à Oui. Sasaki, je trouve que, Mm. tu vois, Voilà. Sasaki, je trouve qu'il est beaucoup plus, en tout cas visuellement, ça dégage beaucoup plus Après, d'explosivité. peut-être aussi parce que Sasaki a une mécanique de frappe plus ample. Il a généralement une mécanique de frappe un Peut-être. peu plus ample, donc c'est peut-être ça. L'aspect visuel peut peut-être être influencé par ça. Là où Norman, Non, généralement, il a une mécanique de frappe très resserrée, même dans ses non, combinaisons. mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais re-regarder les combats, des combats des deux, et puis essayer de voir un petit peu avec ce que tu m'as dit pour justement recontextualiser en fait un petit peu la première impression que j'avais eue sur ces deux boxeurs. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a un peu fait le tour. Totalement. Ouais, ouais, on a un peu fait le tour. Et donc toi, du coup, tu as dit donc pronostic du cœur, pronostic de la tête. Un peu. Quelle serait la suite en cas de défaite de l'un ou de l'autre? En cas de défaite, honnêtement, En cas de défaite, c'est vraiment trop à géométrie variable pour que je me prononce, personnellement. En cas de victoire, j'ai encore l'espérance de voir de voir le vainqueur face à Ennis, mais sinon, putain, la division welterweight, alors elle est pas mauvaise, c'est pas la division cruiserweight du début des années 2020, mais franchement, elle est pas intéressante. C'est vrai, franchement, c'est une des générations welterweight les moins intéressantes qu'on ait eu depuis un bon paquet d'années, hein. Vraiment depuis un bon paquet de décennies même. Donc, en cas de défaite, j'en ai aucune idée. En cas de victoire de l'un ou de l'autre, pareil quoi. Pareil, parce que vraiment, je doute fortement que Mario Barrios, même si Pacquiao gagne leur combat de juillet, je doute que la ceinture de WBC se retrouvera dans une discussion face à un de ces deux gars. De l'autre côté, ils sont plutôt du côté de chez Top Rank. Donc, non, ouais, c'est du côté de chez Top Rank, et j'allais dire Shakam Giasov, mais je crois que lui, il est plutôt chez Matchroom. Peut-être que j'ai une connerie, mais il me semble qu'il est du côté de Matchroom en termes de promotion. Bon, après, ce serait peut-être avec la situation politique actuelle en boxe, ce serait peut-être un peu plus envisageable, mais bon, c'est vraiment entre grosses parenthèses. Et le reste, je trouve pas ça très intéressant. Alexis Rocha, je trouve pas ça super intéressant. Raoul Curiel non plus. David Papo, mais pour vraiment être, pour qu'il ait vraiment une chance d'obtenir ce combat-là, il lui faudra encore une très grosse victoire. Donc, les perspectives Sont peu sont assez reluisantes, limitées, hein. malheureusement. Ouais, sont Ouais. d'une part assez limitées, et d'autre part peu reluisantes, hein. Mm. Ouais, c'est vrai que on se répète un petit peu, hein, mais c'est vrai que ça fait peine à voir cette catégorie des welter actuellement. Ouais. Après, on peut espérer que, par exemple, Brian Norman Jr., étant donné qu'il a l'air quand même assez
comment dirais-je, proportionné pour la catégorie. Il enchaîne les défenses de titre et il s'impose comme un nom dominant sur les welter, a fortiori avec le départ d'Ennis, quoi. On peut espérer ça. Ouais. Mais après, ce serait plutôt, enfin, ce genre de scénario serait plutôt appréciable a posteriori, en fait, avec du recul, dans l'attente, etc. La hype autour de ce nom. S'il n'y a pas une grosse opposition, s'il y a pas une grosse opposition, ça va être long à vivre, je pense. Après, ça se trouve, on aura, enfin, alors ça me paraît quand même vrai, enfin, ça fait quand même beaucoup de si, mais ça se trouve, on pourrait éventuellement voir les grosses superstars des lightweight, super lightweight monter, avoir un Devin Haney contre Norman, un Garcia contre Norman, etc. Ça me paraît très peu probable, mais bon, c'est aussi un truc à envisager. Donc bon. Ça me paraît très peu probable, effectivement, parce que c'était toi ou le capitaine, je sais plus, mais qui remettait vraiment en question le niveau comme tu disais, des stars de la boxe dans cette catégorie. Et puis en Ah plus, bon, on le Brian remet en Norman question tous les Jr. deux. Hein. Ah ouais, Ah bah oui, hein, c'était pour une de fois. manière unanime. Ah Et bah en pour une plus, fois, on était unanime sur Haney, donc c'est quand même un truc. et Brian Norman, en plus, il est plus jeune qu'eux, je crois, et Ouais, 25 ans. il fait quand même extrêmement flipper. Donc, Faut qu'il ouais. devienne une star, mais pour qu'il devienne une star, faut qu'il ait des gros noms, quoi. Faut qu'il ait de Et grosses performances, de gros finish, mais il faut aussi qu'il ait quand même des gros noms à son palmarès. c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, en tout cas. Ouais, tout à fait. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et Et écoutez, merci Sémile de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Ça a été un immense plaisir. Voilà, on se refait ça quand tu veux. C'est vraiment, avec t'es le bienvenu sur la chaîne comme d'habitude. plaisir partagé, Sendo, et puis je vais essayer d'arriver beaucoup plus sharp pour la prochaine analyse. En tout cas, merci parce que tu m'as appris beaucoup de choses et tu m'as permis comment dirais-je, de me conditionner encore plus pour ce combat avec une approche technique encore plus approfondie grâce à tes analyses. Donc, merci beaucoup et puis merci pour ton invitation. Un grand merci à toi. Et voilà, du coup, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la même et éternelle chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. Allez follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains reviews de Classics qui devraient pas arriver tout de suite parce que voilà, j'ai quelques emmerdes par-ci par-là. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, en tout cas, portez-vous bien. À très bientôt et salut. Et salut!